Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode de Rassemblement, le podcast consacré aux Avengers de Roger Stern, le scénariste qui a écrit le titre de 1982 à 1987 et lui a offert plusieurs de ses plus belles pages. Je suis Isaac, votre barman, et je suis accompagné dans cette aventure par nos deux spécialistes du Marvel des années 80, 90, mais aussi deux adorateurs de Satan, parce qu'aujourd'hui on va parler sorcières et vampires. C'est lui, le Cerbère de la Porte, vous l'avez reconnu, c'est Jérôme, le Lord of Babylon. Comment ça va, Jérôme? Bonsoir, ça va bien. Je tiens à dire que j'aime beaucoup Buffy contre les vampires et qui aime les sorcières. Eh ben c'est parfait. Et on a aussi, comme on a le Cerbère de la Porte, on a le maître des clés, Ringside. Ça veut dire qu'on va faire des Comment trucs ça tous va? les deux? Vous faites ce que vous voulez. On verra ça après. Tu m'avais pas dit avant, hein? C'était pas dans le contrat. Bonjour les amis, et gloire à Satan. Voilà. Ça commence bien, puisque dans cette émission, nous allons assister à un crossover entre nos Avengers et une autre série écrite par Roger Stern à la même époque. Un petit personnage là, qu'on n'a pas beaucoup vu chez Marvel au cinéma, que plus personne ne connaît, voilà, Doctor Strange. Voilà, la dernière fois qu'on a vu, il a effacé l'identité de Spider-Man. Donc du coup, on ne sait plus, nous, qui est Spider-Man. Un gros maladroit. Un gros maladroit. Oui. On va commencer par une lettre de notre ami Victor de Latverie. Il a écouté la précédente émission où on parlait de Avengers avec les 4 Fantastiques de John Byrne. Et il nous dit qu'il a grandement apprécié que nous parlions du couvre-chef ridicule de Reed Richards, qui dissimule ainsi son effroyable melon. Continuez à révéler la vérité sur cet apprenti sorcier d'opérette. Je suis de tout cœur avec vous. Et puis, bonne année, et comme on dit chez nous, Glücken vielleicht. Voilà. C'était Victor de Latverie, donc, qui nous encourage à continuer à faire toute la lumière sur cet effroyable Dr. Reed Richards. Notre plus grand fan. Ouais. Il a l'air en forme, hein, Victor, malgré Victor, malgré les circonstances. Hein. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça qui ont la patate encore. Victor, il est toujours heureux, en tout cas. Il a toujours, il est toujours plein d'énergie. C'est ça. Puis lui, au niveau distance de sécurité et masque, c'est bon, quoi. Ouais, lui, il fait pas de bisous. C'est pas son truc. Avengers 234 et Doctor Strange 60, ce sont les deux épisodes dont nous allons parler aujourd'hui, qui sont tous les deux datés d'août 1983, donc mis en vente en mai 1983. Les épisodes s'appellent The Witch's Tale et Assault on Avengers Mansion. Ils sont tous les deux écrits par Roger Stern, dessinés pour Avengers par Al Milgrom, ancrés par Joe Sinnott, et mis en couleur par Christy Skill, et pour Doctor Strange, Dan Green au dessin, ancré par Terry Austin, et mis en couleur par Bob Sharen. Les éditeurs pour Avengers, Mark Grunwald, pour Doctor Strange, Al Milgrom, le dessinateur donc d'Avengers. Voilà, il a deux casquettes celui-là. Ouais, tout ça reste en famille. Editor-in-chief, comme d'habitude, notre immense Jim Shooter. Que s'est-il passé dans le monde le même mois? Alors je ne vous cache pas que rien. Il peut pas tout le temps se passer des trucs. Hein. Ouais. Si, traité de paix entre le Liban et Israël. Voilà. Ça y est, c'est la paix. Ouais, il sera dénoncé 1 an plus tard. Voilà. On ne perd pas les bonnes habitudes dans ce coin-là. Naissance de Henry Cavill, une autre catastrophe. Mince. Ouais. Sortie en France au cinéma de L'été meurtrier, La valse des pantins et Piège mortel. Alors Piège mortel, si vous ne savez pas ce que c'est de Sidney Lumet et ça a inspiré À couteau tiré de Rian Johnson. C'est pas génial. C'est pas un grand Sidney Lumet. Sortie aux États-Unis de Tonnerre de feu pour les amateurs d'hélicoptères.
Un bout de souffle Made in USA pour les amateurs du Silver Surfer, puisqu'on fait une référence. Et d'un petit film, je pense que je l'ai repêché parce qu'on n'avait pas beaucoup de sorties, c'est Le Retour du Jedi de Richard Marquand. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Pas top. Anecdotique. Sur un Jedi qui était parti alors. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est sorti chez Marvel le même mois en comic book, Jérôme? Dis-nous tout. Alors, qu'est-ce qui est sorti ce même mois? Alors, très très rapidement, on avait le premier numéro de la Division Alpha. Petit comics sur lequel nous avons fait toute une émission où on a chanté les louanges de cette superbe série écrite et dessinée par John Byrne. Et oui, mais Donc, allez l'écouter. Je vous conseille d'aller l'écouter, elle est géniale cette émission, elle est aussi géniale que le comics. Autre série sur laquelle nous avons consacré une émission, allons-y, c'est Uncanny X-Men 172. C'est la première partie du mariage de Logan et de Mariko, donc c'est la période de Paul Smith sur la série. Pareil, nous avions un nouveau événement, voilà, où tout est bien et qui s'est bien fini. Superbe épisode d'ailleurs, et pareil, je vous encourage à aller réécouter notre émission que nous avions consacrée au X-Men période Paul Smith. D'ailleurs, en parlant de Paul Smith, moi j'ai noté un petit Marvel Team-Up, le numéro 132, avec Spider-Man, donc, et puis le meilleur ami de notre cher Victor, à savoir Mister Fantastic, et dont la couverture est de Paul Smith, une très 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 belle couverture, je trouve, vraiment, c'est magnifique. De toute façon, Paul Smith, je dirais pas que tout ce qu'il fait c'est magnifique, mais en tout cas, cette période, c'était superbe. Et enfin, nous avions The Amazing Spider-Man 243, pareil, écrit par Roger Stern, dessiné par John Romita Jr., épisode assez important puisqu'il voit le retour de Mary Jane Watson dans la vie de Peter Parker, à peu près après 5 années d'absence quand même, hein, si j'ai bien calculé. Mine de rien, quand même, c'est quand même, on pense que c'est un personnage qui est quand même ancré dans la série, qui a tout le temps été là. Maintenant, pendant 5 ans, Mary Jane, on n'en a plus du tout entendu parler. Donc voilà, écrit par Roger Stern. Voilà, écrit par Roger Stern, avec dans une scène un peu, en tout cas la dernière image, tu as qui fait référence à sa première apparition, mais surtout elle débarque dans son appart alors que lui il est en petite bonne compagnie avec une autre femme, en train de se faire limite agresser sexuellement par celle-ci. La dure vie de Peter Parker. Voilà. On en parlera du Spider-Man de Roger Stern dans la prochaine émission. Exactement. Et oui, ça coïncidait à peu près à ce moment-là. Et voilà à peu près pour chez Marvel. Alors, chez DC, Jérôme vous fait à chaque fois un point sur les X-Men et Marvel. Moi, je vous fais un point sur le All-Star Squadron. C'est le numéro 24. On a chacun sa petite marotte. Hein. Et on a un nouveau costume pour Tarantula. Donc voilà, ça n'évoquera rien à personne, mais moi j'étais content. Voilà. Un très joli costume d'ailleurs. Très joli costume. Alors, c'est censé se situer dans les années 40. Il a un costume qui est complètement anachronique parce qu'on dirait un costume de super-héros moderne, mais qui est super cool, brun et noir. Voilà. Donc, c'est très élégant. Ouais, épisode 24 de All-Star Squadron. On a aussi, puisqu'on en parlait la dernière fois, Batman et les Outsiders numéro 1. Donc, Batman et son équipe de super-héros attitrés, l'équivalent des New Teen Titans. Mais à Gotham City. Et voilà, le premier numéro par Mike W. Barr et Jim Aparo. On avait parlé la dernière fois de leur toute première apparition, c'était dans Brave and the Bold numéro 200. On a, en parlant des Teen Titans, qui sont un peu le rayon de soleil de DC à cette époque, puisque rien ne marche sauf les Teen Titans. Action Comics 546, un team-up entre Superman et les Teen Titans, donc écrit par Marv Wolfman, dessiné par Jill Kane, dont on avait parlé sur Sword of the Atom dans une autre émission. New Teen Titans 34, on découvre que Terra est une traîtresse. Ça aussi, on en a parlé. On a dit tout bien qu'on pensait de cette storyline. Et chez les Indés, on a droit à Grendel numéro 1 chez Comico, donc le début de la grande saga. Après, c'est quelques apparitions chez Primer. Et puis, on a le numéro 50 de Cerebus.
Je tiens à dire aussi que chez Marvel, on a 2 numéros spéciaux qui sortent, Marvel Super Special 26 et 27, qui sont consacrés à 2 blockbusters de l'année, donc Octopussy et Return of the Jedi, voilà, qui sont, adaptés, chez, la maison aux idées. Donc voilà pour les sorties comics et puis on va attaquer, Avengers 234, Ringside, dis-nous tout sur Avengers 234. Bien, je vais tout vous dire. Vous souvenez qu'on avait laissé la vision en sale condition, et ben on se retrouve justement au manoir des Vengeurs où l'équipe s'affaire à sauver la vision, qui est dans un état catatonique. Il est placé dans une sorte de sarcophage high-tech. Wanda évidemment est effondrée, son mari est incapacité là. Elle va rester au manoir, on va s'occuper d'elle, il n'y a pas de souci. Et puis évidemment, on va faire un petit peu le tour en une case, tout simplement, de ce qui se passe un petit peu dans la tête de nos héros et de nos héroïnes. Alors il y a la guêpe, la chef de l'équipe qui culpabilise quand même. Captain Marvel qui regrette de ne pas avoir détruit la barrière de force un peu plus tôt, car c'est cette barrière de force qui a posé problème à Vision et qui l'a mis dans cet état catatonique. On vous invite à écouter les émissions précédentes si vous n'êtes pas au courant. De son côté, Star Fox, le playboy de l'espace, s'interroge un peu sur sa coéquipière, et Captain Marvel en particulier. Alors que de son côté, Miss Hulk, elle est plutôt résignée. Tout ça fait résigner, pardon. Ça fait partie des risques du métier. Ces petits soucis-là que rencontre Vision. Après ça, chacun va vaquer à ses occupations, évidemment. Miss Hulk, la peu farouche Miss Hulk, propose à Star Fox de lui faire visiter un petit peu les environs, puisque c'est un petit peu un nouvel arrivé dans notre secteur, Ouais. le beau Star Fox. De son côté, Captain America va s'entretenir avec Thor. Il a des choses à lui dire. Il lui explique tout simplement que Tony Stark est un alcoolo. Tony Stark, l'alter ego d'Iron Man, vous le savez tous maintenant. Et oui, Tony Stark est plongé dans les affres de l'alcool. Il a abandonné son armure d'Iron Man. Et du coup, il propose à Thor d'aller parler à son vieil ami Tony, parce qu'en quelque sorte, si on prend la chronologie, Thor, c'est le plus vieil ami de Tony Stark. Mais bon, Thor, il est pas trop chaud, c'est un dieu, et l'amitié, tout ça, il n'a un peu rien à foutre. Il dit je suis pas sûr que ça va aider. Cap lui dit non, mais j'ai une idée, ce qu'il faut faire plutôt, c'est d'y aller en tant que Don Black, en Docteur Don Black, l'alter ego de Thor. Ouais. C'est pas un peu une idée de merde quand même, Thor est pas convaincu, mais il s'en va, il dit ouais, je vais faire ça. Non, c'est très bien qu'il ne le fera pas. On nous annonce quand même que Captain America, je crois, aura une petite apparition dans les épisodes d'Iron Man de son côté, les excellents épisodes d'Iron Man par Denis O'Neill. Allez, un petit détour par Long Island City, dans un entrepôt de la Cross Internationale, où on retrouve notre ami Hawkeye, toujours blessé, toujours la jambe dans le plâtre, qui arrive quand même à déjouer un cambriolage. Et il rencontre la chargée des relations publiques de son employeur, qui était là sur les lieux au moment de l'intervention d'Hawkeye. On vous rappelle que Hawkeye, c'est le chef de la sécurité dans cette entreprise, dans cette multinationale, le temps qu'il est en convalescence. C'est son job, parce qu'il peut plus assurer chez les Vengeurs, comme il a une jambe dans le plâtre. C'est un subplot, ça, on en reparlera dans les épisodes prochains. Retour à l'hôtel des Vengeurs, et on va directement les coquinous dans la chambre de Miss Hulk, au petit matin, dans son plus simple appareil qui se lève. Mais voilà que sort de la salle de bain le beau Star Fox. Et oui, c'est trop tard, les copains. Voilà, lui, il est tranquille, il la remercie pour ce moment, et il repart vers de nouvelles aventures. Miss Hulk, elle pète la forme, visiblement, ça s'est bien passé la soirée. Elle commande son petit-déj auprès de Jarvis, le majordome des Vengeurs. Mais celui-ci est inquiet, il dit je peux pas vous faire le petit-déj, il y a un problème, Wanda, elle est pas dans sa chambre. C'est chelou. Miss Hulk, elle a vite fait le tour de la question. Elle est à coup sûr, Wanda a passé la soirée au chevet, la nuit même au chevet de Vision, c'est bien ça. Elle est restée à côté du sarcophage à se lamenter. Alors Miss Hulk essaie de la secouer un peu, mais Wanda, elle le prend mal.
Et elles en viennent aux mains, les deux. Heureusement, il y a la guêpe qui débarque pour calmer le jeu. Muscle s'en va fâché. Wanda boude, c'est la merde. Mais plus tard dans la journée, c'est Captain Marvel qui revient au QG et qui va sympathiser avec Wanda. Wanda qui va lui raconter toute sa vie. Voilà, c'est tout ou rien avec Wanda Maximoff. Soit on s'engueule, soit tu es ma meilleure amie, je te raconte tout. Hein. Alors elle nous raconte tout. Sa mère qui a fui son mari, doté d'étranges pouvoirs, et qui débarque au mont Wundagore, la montagne un petit peu magique où on retrouve le maître de l'évolution qui fait ses expériences et qui a notamment créé les Newmen, et donc des êtres mi-hommes mi-animaux. Et donc la mère de Wanda abandonne Wanda et son frère, les deux jumeaux, Pietro, que vous connaissez sous le nom de Vif Argent. Elle les abandonne au bon soin de Magda, une femme mi-femme, mi-vache. Et oui. Bon, évidemment, le maître de l'évolution, qui est quand même un type intelligent, il en arrive à la conclusion que ça fonctionnera pas, cette histoire. Une femme mi-femme, mi-vache qui élève des jumeaux de ne sais qui. Alors, il fait comme toute bonne personne intelligente ferait. Il largue les gosses, il les donne à des gitans. Et donc voilà, les jumeaux seront d'abord élevés par un couple de gitans, mais comme le gitan est voleur, il finit par se faire lapider par une foule en fureur, avec fourche et flamme, torche enflammée, parce que ça se passe dans les Balkans, c'est pour ça. Donc, ils arrivent à fuir quand même, les jumeaux, alors que leurs parents se font assassiner, et ils survivent de petits larcins, évidemment, avant d'aller trop loin, puisque Wanda finit par mettre le feu à une ferme. Et là, ils sont à leur tour pourchassés par une foule en colère. On ne se refait pas. Et ils sont sauvés par, je vous le donne en mille, Magneto, le maître du magnétisme, qui va les enrôler dans la confrérie des mauvais mutants. La fameuse confrérie terroriste là, qui va longtemps être les ennemis jurés des X-Men. Et donc Pietro et Wanda vont acquérir leurs nouvelles identités. Ils deviennent Vif Argent et la Sorcière Rouge. Ils sont entraînés par Magneto. On nous dit qu'il sera quand même un mentor assez froid. Pas beaucoup d'amour. Ils sont au-dessus de ça, au-dessus de l'amour. Et donc après plusieurs années d'activité terroriste aux ordres de leur mentor, c'est finalement l'étranger, un Galactus à moustache, j'ai envie de dire, qui va les libérer de l'emprise de Magneto en le kidnappant de la planète. Voilà, donc elles sont débarrassées un peu de l'emprise de Magneto. Elle va quitter elle et son frère la confrérie, et ils vont intégrer les Vengeurs, la nouvelle équipe de Vengeurs qui est fait de repris de justice. Là, elle va rencontrer l'amour auprès de Vision, justement. Elle va s'engueuler avec son frère Vif Argent, qui est pas trop chaud pour qu'elle fréquente un robot. Elle va apprendre les arts mystiques avec Agatha Harkness. Elle va se marier avec la Vision. Et puis, ils vont quitter un petit peu l'équipe après un affrontement contre le jeton, un démon qui va un petit peu lui faire perdre la raison momentanément, et notamment tuer également Papa Django, son père gitan. Donc c'est la deuxième fois qu'il meurt, son père gitan. C'est quand même pas facile pour lui. Plus tard, c'est Vision qui sera grièvement blessé. Il aura le bras transformé un petit peu en malabar mâché comme ça. C'est dégueulasse. Donc là, elle va décider d'aller retrouver son frère Pietro, avec qui elle est fâchée, mais elle va se réconcilier avec lui parce qu'il est désormais marié à l'inhumaine Crystal. Et donc, effectivement, elle va pouvoir avoir accès à des talents scientifiques hors du commun, les talents des inhumains, quoi. Ils vont réussir justement à réparer Vision. Donc tout est bien qui finit bien, sauf que c'est le grand retour de Magneto qui se révèle être le père de Wanda et Pietro. C'est le choc. Donc ils sont là, ils se regardent dans le blanc des yeux, mais il n'y aura pas de réconciliation. Ils partent fâchés. Et c'est un peu là-dessus que se terminent les divagations de Wanda. Voilà, donc on est content qu'elle ait retrouvé un petit peu de peps. Mais elle va retourner dans ses appartements. Et c'est là qu'elle sera contactée par ce gros vicelard de Doctor Strange, qui n'a aucun scrupule à apparaître dans sa chambre sans prévenir. Aucun savoir-vivre. Aucun savoir-vivre, c'est un vieux vicieux. Mais bon, je pense qu'il a de bonnes raisons quand même pour débarquer comme ça.
Mais je vais laisser la parole à Isaac, qui va vous expliquer tout ça, parce que tout ça, ça se passe dans les belles aventures du Docteur Strange. Oui, parce qu'on est en plein dans une intrigue du Doctor Strange. Donc là, on va parler du numéro 60, mais en fait, c'est une intrigue qui court sur les épisodes 58 à 62. Dans ces épisodes, le Doctor Strange fait équipe avec Frank Drake, Hannibal King et Blade, qui étaient les traqueurs de vampires dans la série Tomb of Dracula, une série des années 70, écrite par Marv Wolfman, dessinée par Gene Colan. L'équipe se reconstitue en fait autour de Doctor Strange afin d'empêcher Dracula de récupérer le Darkhold, qui est une espèce de Necronomicon, en fait l'équivalent du Necronomicon dans le Marvel Universe. Dracula était censé être mort à la fin de la série Tomb of Dracula, mais il est réapparu dans un annual des X-Men. Donc Doctor Strange, qui a déjà combattu Dracula dans les années 70, demande à la sorcière rouge son aide pour empêcher la secte du Darkhold de mettre la main sur le grimoire qui est détenu dans le manoir des Vengeurs. Donc ça, c'est le point de départ de Doctor Strange 60, et on va avoir un épisode qui est plutôt bien foutu de siège en fait du manoir des Vengeurs, où Doctor Strange, la sorcière rouge et Captain Marvel, qui est de garde au manoir, vont affronter la secte du Darkhold, qui vont attaquer de front le manoir, et Dracula qui va attaquer dans les souterrains qui mènent au QG des Vengeurs, et notamment le port du sous-marin des Vengeurs qu'ils ont utilisé. Souvenez-vous, ils se servent du sous-marin pour récupérer notamment Captain America dans les glaces dans Avengers numéro 4. Donc Roger Stern, il a pensé à tout ça. Il a pensé que s'ils ont un sous-marin, ils ont un hangar à sous-marin qui est situé sous le manoir. Et du coup, c'est là où attaque Dracula. Et ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'ils ont toutes ces informations grâce à un gars de AIM qui est hypnotisé et qui est là tout bené, et en fait qui explique un peu tout le plan de la maison des Vengeurs, donc AIM, le groupement terroriste scientifique. Donc on a deux super scènes d'action, c'est-à-dire une avec donc nos héros qui repoussent la secte qui attaque par en haut, et puis une scène de combat entre Doctor Strange et Dracula dans les souterrains des Vengeurs, où on s'aperçoit en fait que le Doctor Strange n'est pas là. En fait, il a créé un sort d'illusion pour faire croire que Hannibal King, Captain Marvel et la sorcière rouge étaient lui. Donc, ils apparaissent à chaque fois au recoin des souterrains des Vengeurs pour attaquer Dracula. Et pendant ce temps, Doctor Strange est dans la chambre en fait où se trouve le Darkhold, et lance un sort de téléportation pour masquer le Darkhold. Aux yeux de Dracula, il va cacher le Darkhold dans l'ancien château du baron Mordo, qui se trouve, ça tombe bien, en Transylvanie, près de là où résidait Dracula. Pour la petite histoire, les deux épisodes suivants, c'est comment Doctor Strange, Blade, Hannibal King et Frank Drake partent en Transylvanie et combattent une dernière fois Dracula. Ce qui amènera notamment Doctor Strange à utiliser un sort qui s'appelle le sort Montesi, qui n'a rien à voir avec l'école pour jeunes surdoués, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, la formule machin. Et cette formule va éliminer tous les vampires de l'univers Marvel. Donc c'est un peu le No More Vampires de Marvel, de la même manière qu'il y avait le No More Mutants dans les années 2000. Bah là, c'est No More Vampires, et ça va éradiquer tous les vampires de l'univers Marvel. On en parlera un petit peu, on expliquera un peu pourquoi cette intrigue et pourquoi cette éradication des vampires quand on parlera de Tomb of Dracula. C'est plutôt pas mal comme arc. C'est pas le meilleur arc de Roger Stern sur Doctor Strange, mais c'est quand même assez solide. Le dessin est plutôt pas mal. Et vous pouvez le trouver dans un album qui s'appelle Doctor Strange vs Dracula, The Montesi Formula, qui était sorti il y a quelques années chez Marvel. Il est trouvable à pas cher. Hein. Ouais, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Et puis c'est un bon épisode parce qu'en plus, vous avez en début d'album, vous avez les épisodes des années 70 donc de Doctor Strange écrit par Steven Gullart, et l'épisode de Tomb of Dracula écrit par Marv Wolfman, et tous les deux dessinés par Gene Colan. Donc c'est plutôt ils sont cool. super. Ah ouais, ils sont vachement bien. Et voilà, donc
Qu'est-ce qu'on pense déjà, avant de reparler de Dracula, de Doctor Strange, de Jean Collan, voilà, de toutes ces belles choses, qu'est-ce que vous pensez de cet épisode des Avengers, le 234, là, où on voit la vie où on nous raconte la vie de Wanda, comme on nous avait raconté la vie du Docteur Pym il y a quelque temps dans les numéros des Avengers. Qui veut Ouais, commencer? c'est exactement ça. C'est vraiment le même procédé que Stern a utilisé pour Pym. C'est-à-dire vraiment se dire, bon bah voilà, on a quand même une vie compliquée avec Wanda, et c'est pas peu dire, hein. Comment essayer de rendre tout ça, enfin, rendre ça clair, mais en tout cas le raconter de manière assez claire et limpide. Et puis alors là, pour le coup, pas forcément pour une utilisation tout de suite, mais enfin, en tout cas pour la série Avenger, euh, mais peut-être pour une utilisation peut-être beaucoup plus à long terme. Et puis, bah, ils s'en sortent de la même manière, c'est-à-dire qu'il nous rend un récit extrêmement clair. Et c'est pas peu dire, hein, parce que bah, l'historique de Wanda et de Pietro, c'est quand même assez incroyable. Et encore, il a évité certains trucs, notamment une certaine affiliation qui est Oui. pas, qui est pas dite ici. Mais il rend le truc très structuré, très limpide. Et ça, c'est déjà assez fort. Il fait à peu près, je trouvais aussi, dans la même veine que ce qu'avait fait Len Wein quand on avait chroniqué le Tout Batman. à fait, ouais. Ouais. Donc vraiment un travail de synthèse avec, on va mettre de côté certains éléments et puis on va garder vraiment le meilleur. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que pour Dr Pym, il nous le fait dans une histoire où Pym va se confier à un psychologue en prison, seul, comme une espèce de testament ou de confession. Là où ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que Wanda, elle le fait au manoir des Vengeurs, dans un cadre chaleureux, et entouré de gens qui sont, on va dire, au mieux des collègues qu'elle apprécie, même si certains ne les connaît pas beaucoup, et au mieux vraiment des amis chers. Donc on est aussi là on est la même idée, la même structure, mais dans un environnement totalement différent. Et il l'inscrit aussi, ça c'est quand même toute la deuxième partie du récit, mais toute la première partie du récit, on est dans quelque chose où on est maintenant assez habitué à externe sur la série, et que personnellement moi j'adore, qui est la vie quotidienne des Vengeurs. En gros, qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils se battent pas. Et pareil, là, je crois en gros, on pourrait diviser le récit en deux, mais sur la petite dizaine de pages, il va nous couvrir Captain America, Thor, Iron Man, Miss Hulk, Star Fox, Captain Marvel. Il couvre tout le monde, ça englobe tout. Et t'es toujours dans cet esprit, dans ce sentiment que tu as vraiment affaire à des personnages vivants et qui vivent en dehors de leurs aventures. Et Œil de Faucon en plus, parce que pareil, il l'oublie pas, il nous fait deux, trois pages qui sont mortelles. Et voilà, et puis ça alterne tout, quoi. Œil de Faucon avec ce côté un peu le justicier, le justicier alloué. En plus, alors, quand même, arriver à le montrer aussi classe avec une jambe dans le plat, ça tape. Ouais. Ça, franchement, le dessin est magnifique. Donc, on a ce passage-là. Il y a le côté un peu confession de potes, enfin, tu vois, de Thor et Captain America, même si ça fait un peu. Tu sens que c'est quand même des mecs qui se battent, mais qui ont un peu du mal avec les problèmes, un peu plus, tu sais, le pote alcoolique et tout. Moi, je peux te réparer une roue, mais j'ai plus de mal avec les trucs comme ça. C'est plus les nanas qui sont comme ça, qui sont fortes là-dessus. Mais bon, c'est touchant. Et puis, tu as le côté un peu sexy, coquin, Miss Hulk, Star Fox, qui est quand même bien fait, quoi. Il trouve la petite tonalité juste pour que ce soit jamais Ouais. trop dire, tu sais, dire concrètement, ils ont C'est couché pas ensemble graveleux. comme des. Voilà. Ouais. C'est vraiment. C'est Ils te naturel, montrent. c'est vraiment C'est bien. ça. Ils te Ouais. montrent pas, genre, voilà, ils ont couché comme des bêtes pendant toute la nuit, mais c'est le côté à s'élever, lui dans la salle de bain, il sort, enfin voilà. C'est très, Ils ont une discussion ingénieux. super naturelle. Ouais, d'adultes et tout, après une bonne soirée et tout. Et c'est très bien amené, c'est vraiment avec une certaine finesse dans le sens, ouais, comment on peut passer un peu le truc sans sûr de pas trop montrer que les super-héros ont une sexualité à ce moment-là, quoi.
Et voilà, c'est très bien fait. Donc ouais, c'est un épisode que je trouve, voilà, qui fait partie de ces épisodes un peu pause, on pourrait dire, mais en fait, non, pas du tout. Il te construit encore quelque chose. Il te construit un peu toute l'armature, le fait que que t'aies conscience que ce sont des personnages qui tous les jours ont une vie et ils sont pas forcément là que pour remplir des cases de bataille et que entre deux grandes batailles, il se passe rien, quoi. C'est Ringside. ouais, c'est toute la subtilité d'écriture, hein, de Roger Stern, effectivement, ouais, sur les relations entre les personnages, comment faire remettre un petit peu en face, nous faire un petit coup de projecteur un peu sur tout ce qui se passe dans chacune des têtes de chaque personnage, un peu avoir une petite idée de leur personnalité quand même au détour d'une case. Effectivement, leur sous-traitement de la relation entre Missile et Star Fox qui est quand même tout en subtilité et totalement efficace. On comprend tout sans qu'on ait besoin de tout montrer. Ça, c'est vraiment la classe. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter en fait. Hein. Le passage avec OK, c'est aussi une belle réussite. Voilà, il est un peu au plus bas, mais quand même, on va pas le lâcher dans la série. On va continuer à avoir un petit peu des intrigues qui tournent autour de lui. Tout le travail sur l'histoire de Wanda, c'est aussi impeccable. Ça joue aussi un peu de toutes les avantages que t'as du monde Marvel, de la chronologie Marvel en jouant le job du plombier là, en mettant un petit peu les choses en ordre, parce que là comme ça coule de source l'histoire de Wanda, mais à la base c'est un merdier sans nom. C'est assez terrible, hein. Voilà, hein, ça commence par le milieu, ça se termine par la fin. Enfin bref, ça se termine par le début, mais bon. Donc voilà, il y a tout un superbe travail là-dessus pour remettre les choses d'équerre. Il y a le fait effectivement de faire un petit clin d'œil à Tony Stark, à Iron Man, hein, histoire de voir qu'ils évoluent quand même dans un monde où tout s'entrecroise et il y a des influences entre les séries. C'est toute la richesse de l'univers Marvel, ça, de toute façon. Et puis voilà, puis on enchaîne sur un passage vers Doctor Strange assez naturellement, hein, ça sort un peu de nulle part, mais on a envie de voir la suite. Maintenant qu'il nous a bien reposé Wanda, on a envie de savoir ce qui va se passer pour elle. Tout comme on a envie de savoir ce qui va se passer pour tous les autres membres de l'équipe, puisqu'ils ont tous leur petit moment de vie. Voilà, tout ça est vivant, tout ça. Et puis on est dans le monde Marvel, quoi. C'est ça qui est cool, quoi. Donc tu suis la vie de tes personnages. Hein, J'aime bien comment le truc, et ça on l'avait déjà dit sur les épisodes précédents, mais comment il te fait couler de source toutes les histoires avec des personnages. C'est-à-dire qu'on arrive avec Vision, qu'on ramène au manoir des Vengeurs, on sort, on a ses bulles de pensée, puis après, donc Captain America et Thor qui vont parler. Boum, on arrive sur la nuit. Enfin, je dis boum, non, au contraire, c'est la fin de la journée. Donc, une scène de nuit et l'arrivée de Faucon. La nuit se finit, boum, on revient. Miss Hulk et Star Fox. Miss Hulk sort après, revoit Wanda. Et tu vois, tout se découle comme ça. Ouais, c'est ainsi hyper de suite, vraiment super. Voilà. Super naturellement, tu te dis, en fait, tu peux, quand on en parle, si tu prends la structure narrative, tu vas dégager 5 ou 6 arcs secondaires comme ça, mais en fait, c'est un récit complet qui va faire venir de manière, comment dire, de transition super naturelle à chaque fois. Et ça, c'est jusqu'à arriver après au bloc, l'histoire de Wanda. Mais tout le premier truc, c'est assez incroyable de se dire, c'est à la fois un bloc unitaire de, on va dire, une journée chez les Vengeurs, et en même temps d'avoir 5-6 trucs différents, sur lesquels tu pourrais faire 4 histoires à chaque fois. Quoi. Ouais, moi, ce que je trouve fort aussi, c'est sur le passage de Wanda, en fait, il y a un lien pour justement remettre dans l'ordre, en fait, tous ces épisodes qui sont des anciens épisodes de plein de séries différentes, en fait, de Marvel, puisque tu as du X-Men, tu as des Avengers, tu as la mini-série de Vision et Scarlet Witch qui était sortie il n'y a pas longtemps, il y a des épisodes des 4 Fantastiques. Enfin, c'est vraiment... ouais, il va piocher un peu à droite à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que il prend le lien, c'est en gros, c'est
une femme qui a été adoptée, qui n'a pas connu ses parents naturels, qui a connu ses parents adoptifs mais qui en a été séparés, qui s'est refait une vie à la fois, en fait, qui a d'abord été criminel, qui s'est refait une vie au sein d'un groupe de super-héros, qui a rencontré l'amour et qui maintenant refait un foyer. C'est-à-dire que elle est elle est pas encore, on n'a pas encore Wanda enceinte comme on va la voir dans quelques années, mais elle est à un tournant où en fait c'est elle qui va fonder maintenant une famille. Et en fait, elle revient en fait sur ce qu'a été pour elle la famille, puisqu'elle vient d'apprendre en plus que Magneto c'est son père naturel. Et il y a quelque chose en fait dans la façon dont Stern parle de ce que c'est une famille et de la façon dont elle réagit par rapport à ça, par rapport aux informations qu'elle a eues, par rapport même à son frère, parce que son frère, on le voit réagir, on voit une scène quand même assez longue où Pietro réagit par rapport à Magneto et on n'a pas la réaction de Wanda. Et on voit que Pietro dit que voilà, son père c'était le gitan dans Django qui les a élevés. Il y a tout un truc en fait sur comment est-ce qu'il gère en fait cette existence. Et c'est en fait c'est à partir d'épisodes qui ont été complètement improvisés en fait au fur et à mesure des années, puisque voilà, les Sorcières Rouges et Quicksilver, ils apparaissaient dans X-Men numéro 4 dans les années 60 et il n'y avait pas d'origine telle quelle, on ne savait pas que c'était les enfants de Magneto, et dans la tête de Stan Lee et Jack Kirby, je pense pas que c'était les enfants de Magneto, c'est venu plus tard. Et lui t'en fait en fait quelque chose de très poignant, en fait une réflexion en fait sur le personnage, ce qui fait qu'il te rend le personnage en 3 dimensions, alors que c'est un personnage qui a été vraiment inventé de toutes pièces au fur et à mesure d'une multitude d'épisodes complètement, et de multitude de scénaristes qui n'avaient pas forcément les mêmes points de vue, parce que c'est vrai que tu parles du passage où on avait expliqué que qui n'est pas dans la rétrospective, qui est le passage où ils avaient décidé que Weezer et Miss America étaient les parents de Quicksilver et Scarlet Witch, qui était une décision de Roy Thomas. Et puis finalement, ils ont invalidé ça quelques années plus tard. Et donc, du coup, elle n'en parle pas. C'est complètement passé à la trappe. Et je pense que c'est du fait de Stern quand il est arrivé chez Marvel, il était au niveau de l'équipe éditoriale et il était notamment éditeur sur Avengers et sur les X-Men. Et c'est lui qui a amené avec d'autres auteurs, donc avec les jeunes auteurs de Marvel qui débarquaient, Mark Gruenwald, John Byrne, Stephen Grant, enfin des gens comme ça. Ils ont commencé à faire des liens entre X-Men et Avengers, et notamment il y avait une scène qui est sortie un mois dans les X-Men de Chris Claremont et John Byrne, où on voyait Magneto dans son astéroïde après la bataille avec les X-Men, qui était en train de panser ses plaies et qui regarde des archives sur son ordinateur, et d'un coup il y a une photo et il dit c'est Magda, c'est la femme que j'ai aimée, et Magda elle a la tête de Scarlet Witch, elle a la tête de Wanda, elle a la même tête que Wanda. Et le même mois, il y avait dans Avengers qui était de David Michelini et John Byrne, et qui était aussi responsable éditorial, était aussi Roger Stern. Il y avait les épisodes dont on parle là, où Wanda est possédée par l'esprit de Jeton. Elle retrouve Django, le père adoptif gitan. Donc tu avais t'avais quelque chose en fait au même moment sur ce qu'était Wanda, et ils expliquaient à l'époque qu'ils avaient déjà en tête ce qu'était l'affiliation entre Magneto et Quicksilver et Scarlet Witch, mais c'est quelque chose dont ils ont posé les bases sur plusieurs années. Ils n'ont pas révélé ça, ils n'ont pas sorti ça du chapeau, quoi. Il y a eu un travail et de Chris Claremont sur les X-Men et des autres auteurs un peu partout. Donc ça, c'est intéressant en fait qu'on aboutisse en fait à ce travail qui s'est fait sur plusieurs années, et qu'on aboutisse à un vrai historique pour un personnage qui devient
complet, alors que c'était c'était le bordel total. Les origines de Scarlet Witch, à tel point que même les pouvoirs de Scarlet Witch, c'est un bordel total, quoi. C'est Oui, c'est autant que Magneto. Et tu vois, c'est là, avec ce que tu dis, où ça te montrait à quel point l'univers Marvel est quelque chose, à l'époque, qui est cohérent, en tout cas qui se veut cohérent, et qui est cohérent aussi dans le travail fait des auteurs. Mm. Parce que comme tu dis, un épisode comme ça sous Wanda, et un peu avant, donc la révélation que Magneto est le père de Vif Argent et de la Sorcière Rouge, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner s'il le faisait à l'époque où il y avait ce passage avec Magneto sur l'astéroïde M, avec cette photo-là. Même s'ils avaient l'idée en tête, ça ne pouvait pas fonctionner, en tout cas pas aussi fort, avec un Magneto tel qu'il était à l'époque, donc où on voit cette photo. C'est le moment où Magneto en fait revient vraiment chez les X-Men, c'est le combat des X-Men, ou un peu après, dans le volcan et tout ça. Donc c'est-à-dire c'est vraiment le Magneto encore ennemi. On n'a pas encore construit le passé de Magneto. À ce ouais. moment-là, on ne sait pas que Magneto c'est un survivant des camps de la mort. Et donc du coup, c'est là où ils sont super intelligents, parce qu'ils ont une idée qui est foncièrement un énorme potentiel, qui fonctionne bien en termes, on va dire physiquement. Tu peux très bien croire que Vif Argent est le fils de Magneto, des choses comme ça, mais ils ont eu vraiment la pertinence d'attendre le bon moment pour vraiment aller sur cette révélation, et puis après pour l'exploiter avec le personnage de Wanda. Et c'est là où tu vois, t'as l'univers Marvel, enfin cohérence dans l'univers, dans le récit même, et même le travail d'émulation, quoi. Tu vois, tu vois pas, tu vois vraiment que les gens ils travaillaient en commun, quoi. Tu t'avais pas vraiment ce sentiment encore de chacun fait un peu sa popote à côté, quoi. Ouais, Pour le même coup. si on sait plus ou moins que c'était pas Ah, c'était pas non plus c'est pas le grand amour entre toutes les aussi, superstars, bien parce qu'on sûr. en a déjà parlé. Mais effectivement, il y a au moins cette idée que à un moment donné, quand on rebâtit le passé d'un personnage, voilà, ce passé, on va le faire de façon, comment dire, il y a une raison pour laquelle Ouais. on va le maintenir, on va refaire ce passé, et on va le maintenir suffisamment longtemps de façon à ce que, comment dire, ça impacte la personnalité du personnage, et puis comment dire, que cette personnalité, ça soit maintenant la caractérisation du personnage, c'est-à-dire la caractérisation officielle. C'est-à-dire son passé, c'est ça, son caractère, c'est ça. Et si on veut le changer, il faut expliquer pourquoi on le change, et pas voilà, le faire au débeauté, quoi. C'est la concrétisation d'un vrai gros travail d'éditeur et d'un gros travail de scénariste, avec une visée qui est d'enrichir ses personnages, tout en utilisant ce qui pourrait être un handicap au départ, c'est-à-dire le bordel de continuité, Ouais, la les continuité, différentes origines, etc. etc. Tu prends ça et du coup t'en fais un avantage pour donner de l'épaisseur à tes personnages, et mine de rien, il n'y a pas d'autre médium où tu peux avoir ce genre de traitement scénaristique au final, parce que il y a que chez Marvel et DC, je vois pas trop d'autres, que ce soit au cinéma ou en série ou en télé ou quoi que ce soit, où tu peux arriver à des situations comme ça avec un personnage qui a plusieurs origines, qui a voldingué de série en série, et donc du coup il faut ce travail éditorial et de scénariste pour aboutir à des épisodes comme ça qui vont te forger des personnages qui dureront du coup pendant des années jusqu'à ce qu'ils soient maintenant exploités comme ils le sont, que ce soit au cinéma ou à la télé, parce qu'il y a toute cette richesse du personnage, parce qu'ils ont su optimiser la chose, jouer de leurs défauts, et c'est tout l'intérêt de la Marvel et des scénaristes Marvel, parce qu'il n'y a pas de formation pour ça. Quand tu fais scénariste ou quand tu fais apprenti écrivain, je vois pas dans quelle situation tu peux te dire qu'à un moment donné tu vas retravailler l'origine de personnages qui ont qui ont été d'une série à une autre, sans réelle cohérence au départ, pour arriver à masteriser et à les implanter comme ça dans une série. Donc c'est ce qui fait la marque du comics américain, quelque part, de super-héros. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que les auteurs qui arrivent, c'est des fans à la base.
Roger Stern, c'est un lecteur à la base. C'est-à-dire que tu peux pas effectivement. Mais tu peux être C'est- fan aussi et puis faire des trucs à Oui, l'arrache, comme on l'a vu dans les dernières mais années, oui, ouais, parce qu'il y a un truc qui te plaît pas dans c'est- l'origine de truc, donc tu le vires et puis tu dis ça va être génial, je vais plutôt le faire personnage comme ça, mais si tu brûles ce qui a été fait avant et que ce que tu proposes Mais derrière, ça plaît qu'à toi, ouais, ou que ça a tendance ou que ça grille les dernières cartouches du personnage, ouais. c'est pas la bonne manière de le faire. Là, dans ce qui était proposé à l'époque, c'est des choses qui non seulement fonctionnent sur le mois en question, sur l'épisode qu'il faut fournir, et qui en plus posent des bases fermes pour la suite et qui permettent de partir dans plein de directions possibles, quoi. Bah, la preuve de tout ça, c'est que quand ils introduisent Scarlet Witch dans les films, Mm. ils se dépêchent rapidement, vraiment rapidement, de présenter aussi Vision. Ouais. Enfin, parce que tu sais très bien que voilà, si tu as Scarlet Witch toute seule, il manque quelque chose, quoi. Sa caractérisation, elle passe aussi par le fait de sa romance avec Vision. Et tu t'es obligé d'avoir très rapidement, tu vois, Avengers et Geoff Ultron, ils ont présenté les deux personnages. Parce que t'es obligé, en fait, de passer par ces étapes-là pour aboutir à un personnage complet. Et un des problèmes, je pense, qu'ils ont avec Wanda enfin, qu'ils avaient jusqu'ici dans l'univers Marvel au cinéma, c'était que c'est pas la fille de Magneto. Donc du coup, il y a cet élément qui est quand même super important dans, dans les comics Marvel qui fait quand même la caractéristique du perso qui est pas présent qui n'était pas présent à l'époque pour des raisons de droit, quoi, parce qu'ils pouvaient pas mettre Magneto. Mais voilà, eux, ils ont cet avantage-là en BD, c'est qu'ils ont accès à tout, effectivement. Et voilà, de jouer de jouer en fait l'épée de Damoclès en fait de Magneto au-dessus du couple Wanda et Vision. Mine de rien, ça. Parce qu'il y a ça aussi qui transparaît dans l'histoire. Ça, c'est l'autre thème en fait qui fait le lien entre tous les événements, c'est que tu as aussi les préjudices. Que tu as les préjudices contre les gitans. C'est Oui. les gens du voyage, on voit comment ils sont maltraités en fait Ouais, au début de elle l'origine aura de toujours été Wanda. opprimée. Ensuite, elle découvre qu'elle est mutante. Deuxième vague de préjudice. Son frère décide de couper les ponts quand elle se met avec Vision. Donc ouais, elle a connu que ça en fait. Elle a connu que ce genre de préjudice. Ce qui est intéressant, c'est que il lui fait avoir cette discussion avec Captain Marvel, qui est Black, mais c'est pas amené dans la discussion. Oui. Tu vois, mais c'est intéressant en fait le fait qu'elle puisse s'ouvrir comme ça à ce perso, et c'est pas ils sont pas réduits à justement cette caractéristique. C'est pas Ah. réduit. Le personnage de Wanda est pas réduit au fait que elle vient des gens du voyage, 2 qu'elle est mutante, 3 qu'elle est mariée. C'est tout en fait qui fait puis elle a sa propre personnalité parce qu'elle est aussi quelqu'un de plus réservé que ne l'est Miss Hulk, que ne l'est Captain Marvel, qui est plus chaleureuse. Donc il y a à la fois ton origine qui est importante, mais tu as aussi ta personnalité, et c'est pas forcément lié, et c'est un travail justement sur la caractérisation qui est de moins en moins fait aujourd'hui, où on met en avant plutôt les caractéristiques, et cette caractéristique, c'est les caractéristiques ou communautaires ou identitaires, et cette caractéristique communautaire ou identitaire, c'est ce qui fait en fait lieu de caractérisation, ce qui n'est pas le cas en fait quand tu écris correctement des personnages, tu fais des personnages en 3 dimensions, quoi. C'est de la même manière que ce que vous expliquiez tout à l'heure avec le passage entre Thor et Captain America, où ils ont pas du tout la même vision de comment traiter l'alcoolisme de Tony Stark, quoi. Et est-ce que le fait que Thor ne veuille pas aller porter secours à Tony, est-ce que c'est du fait qu'il est un dieu? Captain America, on va apprendre dans les épisodes d'Iron Man que s'il vient voir Tony, c'est aussi parce que son père était alcoolique. Donc, ouais, effectivement, à cette époque, il y a tout un travail en fait de creuser quelle est la personnalité d'un personnage qui n'est pas forcément lié avec
simplement avec ses caractéristiques de base, mais qui est lié avec le passé, avec ce que tu en fais. Enfin, c'est vraiment complexe, quoi. Les personnages ont une voix. C'est ça, en fait, qui est fort Et ben, pour dans- rebondir à ce que tu dis, on remarquera que tout le flashback est amené par une discussion entre Captain Marvel et la Sorcière Rouge, qui est leur première rencontre. Et le déclencheur, on va dire, d'un début d'amitié, enfin, ce qui fait que Wanda va se confier, c'est le fait qu'elles se découvrent, qu'elles parlent toutes les deux français, donc elles ont quelque chose de commun en termes de culture, qui est donc la langue française, et on pense la culture française, en tout cas la culture française de la Nouvelle-Orléans, face à celle d'une culture française européenne, en tout cas de la francophonie. Et du coup, en effet, voilà, la francophonie des Balkans, qui est très peu connue, mais que je tiens qu'un jour il faudra qu'on étudie plus profondément et qu'on C'est rende des gens hommage. du voyage, ils voyagent partout. Voilà, tu vois, on les trouve n'importe où. Et mais du coup, en effet, ce n'est pas basé sur justement des caractéristiques ethniques ou en tout cas de discrimination à la base. Même s'il est là, même s'il existe, même si on le voit justement, mais à la base, il est en tout cas le rapprochement se fait sur quelque chose de positif avant d'aborder le reste. Ouais, sur quelque chose de positif, ouais. C'est ça qu'il faut souligner, hein. C'est que c'est le côté du coup réaliste du truc, c'est qu'effectivement quand tu vas aller dans une discussion comme ça, si tu vas voir une personne comme Wanda qui est en plein traumatisme là avec son mari qui est dans le coma, tu vas pas venir lui dire en disant oui bah comme ça t'es une gitane, c'est la merde, ça a toujours été la merde. Non, tu viens un peu voilà, on est un petit peu subtil et puis effectivement quand tu vois qu'il y a une accroche, ça part dans une discussion et quand je disais qu'elle déballe son truc Wanda, c'est aussi parce que quelque part elle est visiblement en crise. Elle a parlé à personne, elle a parlé à personne toute la nuit, voilà. Et vous remarquerez aussi à quel point tout ça est amené malicieusement par la guêpe, puisque c'est la guêpe tu comprends qu'elle a appelé Captain Marvel pour lui dire viens parce que c'est compliqué avec Wanda et Miss Hulk. Captain Marvel qui débarque en disant ah bah tiens j'ai envie de prendre mon petit déjeuner tout ça, mais qui dit à la guêpe j'ai bien eu ton coup de fil et tout ça, et du coup comme si tu vois carrément. C'est Missile, ah bah tu vois j'ai compris. C'est bien ce que je me disais, en plus c'est encore plus positif. C'est-à-dire que c'est Missile qui s'est engueulé avec Wanda, mais c'est elle qui appelle Captain Marvel en disant non mais c'est bien t'as quand même l'aspect sororité aussi de l'équipe qui est vraiment assez incroyable à ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'on parle un petit peu je peux vous faire un petit blabla sur le Doctor Strange de Roger Stern, on va parler aussi d'épisodes. Donc, juste pour resituer un peu, Doctor Strange est écrit par Roger Stern depuis le début des années 80-81. C'est un comics qui n'est pas mensuel, contrairement à Avengers, c'est un comics qui est bimestriel, donc une fois tous les 2 mois. Au début, il aurait dû avoir Frank Miller en tant que dessinateur, ça s'est pas fait pour des raisons de calendrier, et du coup, il a eu quand même une belle brochette de dessinateurs, puisque Marshall Rogers, Paul Smith, et même Dan Green, là, qui fait du très bon boulot, je trouve, sur les épisodes là, de Doctor Strange contre les vampires. Comme pour Avengers, Doctor Strange, le Doctor Strange de Roger Stern passe par une féminisation de la supporting cast, c'est-à-dire que il reprend notamment le personnage de Sarah Wolf, qui est un peu l'administratrice des biens de Doctor Strange, qui avait été inventé par Chris Claremont, mais il lui met aussi une petite amie qui est Morgana Blessing, enfin une pseudo petite amie. Il fait partir Cléa, qui en a marre d'être juste l'étudiante de Doctor Strange, donc qui prend son indépendance, qui part dans la dimension la dimension d'où elle vient, qui est à l'époque gouvernée non pas par Dormammu, mais par la sœur de Dormammu, par Umar, qui se trouvait être aussi la mère de Cléa. Donc voilà, il y a toute une féminisation du cast de Doctor Strange, et puis on voit un Doctor Strange qui est un peu plus faillible, un peu plus effectivement
comment dire, peut-être un peu plus qui réapprend à devenir humble, ce qui est un peu le leitmotiv de la série de Doctor Strange, puisque c'était quelqu'un d'hyper prétentieux avant son accident qui lui a coûté ses dons de chirurgien. Et puis, c'est comme toutes les séries de Roger Stern, voilà, on va creuser aussi le passé de Marvel, puisque Doctor Strange se retrouvera à l'époque des pharaons, notamment le pharaon du futur, en même temps que les 4 Fantastiques. Donc, dans les épisodes des années 60, les 4 Fantastiques visitaient l'Égypte antique et rencontraient leur ennemi, le pharaon du futur. Et bien, Doctor Strange, on va apprendre qu'il apparaît dans le décor, enfin en tout cas qu'il apparaît à la même époque. Et puis on va puiser, on va parler tout à l'heure donc dans le passé de la série Tomb of Dracula. Et puis il va finir aussi par une grosse saga donc dans la dimension de Cléa qui est où il va compter la révolution donc du peuple de Cléa contre leur souveraine. Voilà pour le background sur la série Doctor Strange. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode là, de Doctor Strange 60, là, qui est en fait qui est un gros siège du manoir des Vengeurs, assailli par la secte du Darkhold et par Dracula? Ouais, c'est ce que tu dis, c'est un épisode de siège. Donc il y a une attaque vers le haut, une attaque vers le bas. On sent, moi j'ai un peu de réserve quand même, hein, on sent quand même que c'est la 3e série qu'il écrit, Roger Stern. Il a une idée, l'idée du siège, ça attaque par en haut, ça attaque par en bas. On va mettre Captain Marvel dans l'histoire, voilà, il y aura de quoi faire, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Il y a le petit twist à la fin avec le plan du Doctor Strange. Ça se laisse lire, mais je suis jamais vraiment rentré dans l'histoire, on va dire. C'est intéressant de voir le folklore de Dracula quand même, qui portait un bouc quand même à l'époque. Ouais. Il explique d'ailleurs que ouais, c'est pour passer incognito, peut-être. Je ne sais pas. Non, ils disent d'ailleurs que c'est bizarroïde. Alors j'ai relu la saga, mais ils disent que c'est bizarroïde, mais ils expliquent jamais pourquoi. En fait, ils disent c'est bizarre parce qu'en fait, quand je l'ai connu, il avait pas de bouc. Et par contre, ce que je sais, c'est que dans la série Tomb of Dracula, dans les 2 premiers numéros, Gene Colan lui avait fait un bouc. Et à un moment donné, il s'est dit non, ça marche pas. Donc à partir du numéro 3 jusqu'à la fin, il a plus de bouc. Ok, Mais bon. et effectivement, c'est pas très classe, quoi. Ouais. Ouais, alors j'aime bien les dessins. On sent quand même que il sera plutôt encreur ou elle, je sais plus, Ouais. Dan Green. Donc il y a un petit peu les défauts qu'on retrouve chez les dessinateurs qui font encreur comme Klaus Jansson, je pense, ou Texera. Il y a parfois des petits problèmes de narration, des petits problèmes de mise en forme des cases. Mais bon, ça reste tout à fait regardable. Il y a des poses un petit peu façon Vogue, un peu comme faisait pour les personnages féminins, comme faisait Jackson Guice au début, ou certains dessinateurs comme ça qui aiment bien avoir des personnages féminins un petit peu glamour. Ils sont dans des positions un petit peu bizarres des fois sur les cases, mais bon, ça reste joli. Et puis ouais, l'autre faiblesse que je trouvais, c'est comment il s'appelle, le personnage de chasseur de vampires, Hannibal King. Hannibal King. Ouais, on n'a jamais vraiment de case où il apparaît et où on voit que c'est un personnage important. Si tu lis pas le comics, il fait un petit peu le personnage du décor, je trouve. C'est ça. Donc ça, c'est voilà, c'est bon. Après, c'est aussi je pense qu'elle était débutante à l'époque, c'est des trucs qui s'apprennent par la suite, mais ça reste quand même assez beau. Mais je trouve qu'il y a des faiblesses de narration. Voilà. Après, c'est un épisode de siège, c'est un peu 100% action avec des vampires dans tous les sens. Et puis on termine par le petit twist du Doctor Strange. Ça reste efficace, mais c'est pas. Je trouve que c'est quand même un cran en dessous des Avengers en comparaison. Alors faut se rappeler aussi que c'est au milieu d'une intrigue. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il s'est servi de cette intrigue-là pour faire un petit crossover avec les Avengers, histoire de remonter un peu aussi les ventes de son Doctor Strange, ça aussi, des ventes. Ouais. Mais tu sens que c'est beaucoup plus
c'est beaucoup moins naturel que quand tu as l'épisode précédent avec les 4 Fantastiques, tu vois. Ouais. Où tu pouvais lire ton épisode Avenger et lire juste l'épisode des Fantastiques sans avoir eu toute la saga d'Annius avant. Ça passait très bien. Là, tu sens que si tu lis que cet épisode de Siège, bon, tu as un Siège qui est pas mal, mais en plus, moi, j'aime bien tout ce genre d'histoire, là, ça me plaît bien. Et Bah, puis, c'est c'est ça, vrai ouais. que Mm. ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi avec la problématique du dessin aussi. Mais fondamentalement, ça reste quand même assez agréable. Mais en effet, si tu ne prends que cet épisode-là, tu as beaucoup de mal à accrocher, je trouve, sur l'histoire du Docteur Strange. Et c'est vrai qu'il vaut mieux lire toute l'histoire avec. Et c'est sympa, moi j'en ai profité. Pour le coup, je ne connaissais pas, j'en ai profité pour le lire. J'ai bien aimé, mais bon, après mon problème étant que Strange, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais dont les séries m'indiffèrent beaucoup. Donc ça, c'est malheureusement, c'est un peu, j'ai quelques persos, des persos que j'adore, mais que en fait, j'aime pas les séries. Enfin, en tout cas, les séries voilà, je m'y ennuie. Et pourtant, j'aime le personnage. Du coup, Bah, le problème de voilà. Doctor Strange, c'est que tout se résout tout le temps par un sort qui est. Ouais. T'as pas Et vraiment de puis, règles en fait à la Mm. et, magie, donc du coup, et, et, c'est. Ouais. et je crois qu'en fait, ça vient aussi de mon aversion profonde pour les magiciens. Qui est que c'était ces mecs là qui venaient de t'amuser pendant les repas ou les mariages et qu'à chaque fois ils t'énervaient avec leur tour et que j'ai développé une haine profonde pour cela. Haine qui s'est juste résorbée avec John Constantine, où ce mec-là m'a profondément vengé de toute la magie. Quand j'ai compris qu'on pouvait être comme ça et être magicien, je me suis dit ok, c'est cool la magie. Mais en Ouais. dehors, c'est vrai que Strange peut-être paye peut-être pour cette haine que j'ai envers les magiciens. Ouais, Voilà. d'autant que John Constantine, il utilise quasiment jamais la magie. Donc, Voilà, c'est peut-être pour Mm. ça que j'aime Ouais. il Constantine. passe plus de temps à boire des pintes que C'est ça, Ou c'est de la fumer magie des cool. clopes. et fumer les C'est de la clopes. magie Ouais. cool. L'important, Mais c'est de fumer des clopes. voilà. Mais du coup, ouais, l'épisode, c'est beaucoup. Là, pour le coup, ouais, comme tu dis, je pense que tu sens que c'est la troisième ou série qu'il doit Oui, c'est écrire et que ça se troisième ressent. série, Voilà. parce qu'il fait Et Spider-Man, Avengers. c'est ça. Mm. Et c'est vrai que ça coule de moins de sources que quand tu vois l'épisode précédent avec les 4 Fantastiques. Et là où c'est à la limite brillant, c'est que il fait intervenir le truc à la toute fin de l'épisode des Avengers. Comme un peu comme une espèce, comme tu dis, d'accroche pour dire allez lire le Strange histoire de remonter les ventes. Et puis de l'autre côté, on va plus y refaire mention derrière. Oui. Voilà. Ils ont une invasion vampire dans le truc, mais c'est pas si grave. Ouais, ça va. Jarvis, il a tout nettoyé après. Tu Ouais, sais, les voilà. mecs qui sont rentrés, putain, Non, mais j'ai le Vaporetto, là, c'est bon. il est fort ce Jarvis. Quand même. Je ne referai pas ça tous les jours. Eh oui, On va c'est ça. passer au blâme et au meilleur équipier de l'épisode. Donc, notre meilleur équipier, c'est qui? Captain Marvel, comme d'hab? Bah, Ah, Miss Hulk. Miss Hulk? Miss Hulk qui se plante, qui s'énerve, mais qui va rappeler Captain Marvel, justement, pour sauver la situation. Et puis en plus, qui est une bonne camarade avec Star Fox. Donc Elle a montré tous les recoins du manoir. Hein. voilà. Très moi, accueillant. Ouais. j'ai envie de le donner, moi, à De Faucon, parce qu'il faut pas qu'on l'oublie. Et que même en arrêt maladie, le mec, il vient quand même défendre voilà, Ouais. et lutter contre l'injustice et le mal. Et que je tiens à dire qu'il faut quand même avoir une sacrée classe pour arriver à se battre avec une jambe dans le plâtre. Et, Exactement. et moi, Oui, puisqu'il montre son nouveau scooter volant qu'il a et designé c'est génial. lui-même. Non, mais en plus, elle est vraiment. Moi, j'y reviens, hein, mais je trouve ce passage super classe. Bah ouais. Et la première apparition sur son scooter volant avec l'arc, les flèches, la jambe dans le plâtre et tout, ça, Non, mais je c'est suis super d'accord. bien. Ouais. 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 Parce que mine de rien, moralement, il doit être au plus bas, tu vois, parce qu'il Mmh. il fait plus partie des Avengers, il est sur la touche, et le mec, il rebondit, et il part pour encore de nouvelles aventures, et puis il Dont marque on le coup. parlera. Ouais, il marque le coup en sauvant son patron, là, hein, je sais pas c'est qui, mais en tout cas, voilà, il aurait perdu tout ce qu'il avait dans son entrepôt, sans ce bon cahier. Dû faire Et marcher puis l'assurance. ça va lancer la mini-série OK qui débute le même mois et dont on parlera dans quelques temps.
Gros loser de l'équipe. Moi, je le donnerais à Thor. Il Ouais, se pareil. barre comme un Je fumier. valide qu'il se barre comme un Oui. connard. On vient de lui expliquer que Ah ouais, il est alcoolique. c'est alcoolique. Voilà. Ah ouais, alcoolique, ouais. Je Attends, crois pas en l'alcoolisme. Oui, c'est ça. Mais l'alcoolique, c'est quoi? Bah, c'est quand tu bois beaucoup d'alcool, tu dis ah non, mais moi je connais pas ça. Non, chez mais nous. en Asgard, nous. Oh, je sais pas. Don Une Black, faiblesse. ouais, Don Black, ouais, il va y aller, ouais. C'est ça, ouais. Alors, il faudrait, Je vais il faire faudrait une vérifier. consultation visio. Non, c'est Ouais. vrai, c'est possible. Il faudrait vérifier où est-ce qu'on en est dans la série Thor à l'époque. Si On on en est à est, on est à quelques épisodes de la reprise de Simonson. On n'y ouais, est pas encore. On en est on au n'y est pas moment encore, où donc ouais. ouais, ils se disent Mm. que ça sert à rien de. Ouais, on sent qu'ils veulent pas s'attarder sur qu'est-ce qui se passe Ouais, dans la voilà. série Thor. Ouais. Vous inquiétez pas, c'est en réflexion pour le moment. Ouais. Il n'y a rien à voir. Ouais. On a mis des Bon, panneaux je et vais là où je vais habituellement. Que porte Ma vie, la tout guêpe? ça. Soit Asgard, soit Midgard. Ouais. La guêpe, que porte la guêpe? Que porte la guêpe? Alors, je ne me souviens plus de ce qu'elle porte. Alors, Elle le porte costume, je crois de qu'elle avait de la dernière il y en a fois. deux. Ouais. Au début, elle a le costume de la dernière fois, donc Ah oui, et puis espèce elle de a ce poil en truc noir, immonde là en bleu. Ah bleu, le là. truc ah ouais, le Ouais. truc Qui espèce est de à la fois ouvert sur le devant et fermé, ouais. suivant les Ouais. cases. On ne sait Et pas qui, décider. t'as On ne sait l'impression pas que c'est un pyjama. Enfin, je sais Ouais, pas. mais Mm. c'est les tenues de l'époque. Je sais pas, Ouais. tenues bouffantes là de l'époque. Ouais, qui ressemblent effectivement à un pyjama. Ouais, on sait même pas si c'est une tenue de combat en fait, ou si c'est simplement pour le plaisir de C'est ce qu'elle porter. porte pour aller chercher les colis quand le livreur arrive. Ouais, Quand elle veut pas s'emmerder à s'habiller. ouais, avec Amazon de 1983. C'est ça. Ouais. Ouais, ils les avaient déjà aux États-Unis, non? Ils étaient- C'est Et pas, voilà, c'est pas par parce contre, qu'on a découvert ça il y a 2 ans que ça y est. C'est cela dans elle dit l'univers de que, Marvel. elle dit que les seuls mots français qu'elle connaît, c'est Yves Saint Laurent. Oui, voilà. Ah, c'est bien ça. Ouais, classe absolue. Voilà. Donc voilà pour les sternismes habituels de Avengers. On va passer à la deuxième partie sur Wanda et Dracula. On a déjà bien parlé de Wanda, donc c'est peut-être pas la peine de s'appesantir. À point que Jérôme, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ce qu'il est advenu de cette pauvre Wanda Oui, cette euh, pauvre Wanda, je pense que pauvre est le terme après, qui après caractérise. la période des Avengers? Ouais, bah après, bah en fait, si je devais vraiment résumer, c'est que après, elle est vraiment malmenée après Engelhardt. Ça fait de la peine. Alors, on la retrouve chez les Vengeurs de la Côte Ouest, là, qui vont pas tarder à être créés aussi. Et là, alors là, je crois que voilà, c'est Wanda, t'as vécu une vie de merde, bah écoute, on va faire pire. Donc c'est la période où on va tuer Vision, en tout cas tuer la Vision telle qu'elle l'aimait. T'as eu des enfants, on va te faire donc dire que ils n'existent pas. Donc on va découvrir que ces enfants sont une création de Mephisto, si je me rappelle bien. Enfin voilà, dans tout un arc Byrne voilà, nous fait. Et puis bah tout ça, ça va un peu la refoutre plus bactère et elle va devenir une vilaine, encore une fois. Dans le cadre, alors c'est toujours dans certains, c'est sur la fin de la prestation de John Byrne sur les Vengeurs de la Côte Ouest, et c'était dans le cadre d'un espèce d'événement qui était les actes de vengeance, où l'idée était de se dire que les méchants s'échangeaient en fait leurs ennemis. Donc Ultron va se battre contre Daredevil, enfin là des choses comme ça, et donc Magneto s'attaque aux Vengeurs de la Côte Ouest avec Wanda. Qui en va jusqu'à agresser sexuellement Wonder Man, enfin dans la première version, on va dire, de l'épisode. Ça se conclut un peu sur une. C'est tout ce que tu as retenu du. Ah ouais, de cette période. Non, il y a aussi tout le moment C'est avec le viol de Wonder Man. ah bah non, c'était non, mais en fait je me manque un peu, mais c'est pareil, les Vengeurs de la Côte Ouest de Byrne, c'est quand même un truc que j'ai toujours beaucoup aimé et que je trouve dommage qu'il soit parti
un peu en Ouais. cours, mais il y a quand même le truc avec Vision et tout, notamment tout ce qui l'ennemi, enfin ce qui est derrière la destruction de Vision, je trouve ça assez fort. Mais n'empêche que ouais, sur Wanda quand même, il y va pas de main morte. On lui crée une fausse amnésie, donc elle reste chez les Vengeurs de la Côte Ouest toujours par Roy Thomas à ce moment-là. Alors là, il y a quand même un truc qu'il faut quand même signaler, c'est que on lui fait un peu l'amnésie, mais tu comprends dans les Vengeurs de la Côte Ouest qu'elle a quand même pas oublié ses enfants. Enfin, il y a toujours ce regret-là. Je préfère le dire parce que c'est pour plus tard, c'est important. Après, on décide d'en faire une bimbo au moment de la fin des Vengeurs de la Côte Ouest et qu'on décide de créer la super force ultime Force Works, la super Excellente série série. lancée sur les centres de l'aventure de la Côte Ouest. Ah. Elle nous J'ai vomi dans ma bouche. Pardon. Voilà, on lui fait un look donc avec un décolleté. Donc c'est dans les années 90, hein, donc ce qui là avec un très gros beau. décolleté et une robe. Tu sais même pas pourquoi elle porte une robe à ce moment-là, quoi. Donc voilà, là c'est quand même on touche un peu le fond. On arrive à Heroes Reborn et il y a un peu un retour aux sources avec les Vengeurs de Kurt Busiek et Georges Pérez. Alors, je ne vais pas m'y attarder parce que malheureusement, je ne le connais pas assez pour vraiment en discuter. De ce que j'ai pu vite voir et lu à l'époque, c'est on retrouve la Wanda très classique, mais ça, je pense que c'est vraiment tout le leitmotiv de ce run-là. Et puis, alors, on pensait qu'elle avait touché le fond, mais non, voilà Brian Bendis qui décide de la flinguer, mais je crois qu'on n'a jamais fait pire à ce moment-là. Donc Bendis lui part du principe qu'elle avait totalement oublié ses enfants, et quelqu'un par une conversation lui rappelle, et donc du coup elle devient complètement dingue et elle décide de tuer tous les Vengeurs. Donc c'est la fameuse saga Avengers Disassemble où on décide que je me rappelle bien, on tue Vision, on le détruit, Œil de Faucon se sacrifie, enfin voilà Tous les Avengers pas connus, ils passent. voilà, et puis donc on sépare les Avengers, on les recrée derrière, via la saga House of M, où elle recrée une réalité complètement à sa propre convenance, enfin, croit-on. Donc, pareil, saga célèbre du début des années 2000, et donc saga pourrie aussi des débuts des années 2000, qui se finit sur la décision de Wanda avec ses pouvoirs de détruire, en fait, elle nous décrète qu'elle ne veut plus de mutants, et donc plus de mutants dans l'univers, sauf une petite centaine à l'époque. Et Wanda disparaît, elle va rester aux abonnés absents pendant une bonne petite période, jusqu'à la série Young Avenger. Young Avenger, en fait, qui est une mini-série à la base où on a des personnages jeunes des Vengeurs avec un jeune Captain, enfin, croit-on un jeune Captain America, un jeune Vision, un jeune Iron Man, des choses comme ça. La réalité, quand on va suivre la série, est un peu plus complexe, et ce qui rend la série intéressante, je trouve, justement. Et parmi ces gens, on va avoir deux personnages qu'on commence à penser qui sont les enfants perdus de Wanda. La réalité, Et c'est qui un sont peu différent. Et qui sont que j'ai oublié. J'ai oublié après. Et J'ai oublié. J'ai déjà et oublié. même moi qui les ai pas lus, je peux vous le dire, c'est Ah, mais Wiccan, c'était. c'est Wiccan et Ah oui, oui. Hulkling. Ah non, Et pas Hulkling. Hulkling. Non, Hulkling, Non, c'est Hulkling, c'est l'amant. son copain, l'amant. ouais. Alors je sais pas Non, comment il non, s'appelle c'est l'autre, Wiccan, mais et l'autre, je sais plus. ouais. L'autre, il avait le pouvoir à la vie faire Il a jour, et le même Wiccan, pouvoir que Quicksilver, ouais. voilà. Mais après, je crois qu'on découvre autre chose, que c'est pas vraiment ses enfants, mais bref. Donc elle revient à peu près à ce moment-là, il me semble. Ouais, C'est bon, des on va dire robots. qu'après, ouais, mais là, de toute façon, on sait des plus trop quoi clones. faire. Des clones, Ouais. on sait plus trop. Est-ce qu'ils viennent d'une Euh, réalité alternative? Peut-être, je sais plus. Est-ce Vraiment. qu'ils connaissent Cable? Ah, peut-être, je sais plus. C'est Est-ce des que ce fils de serait, Gwen Stacy et du Bouffon Vert. est-ce C'est que ça, ça et serait Norman Osborn. les enfants Summers? Est-ce que c'est Les 5e et 6e. vraiment, Ils c'est ont qui est-ce, hein? Avec maintenant avec les persos Marvel, c'est qui est-ce? Est-ce que Oui, c'est un c'est ça. mutant? Est-ce que c'est un clone? Non? Qui est-ce?
Est-ce que c'est quelqu'un de normal? Non, ça n'existe pas. Ouais. Donc, Est-ce qu'il a repris le costume d'un autre personnage? Bon, on va passer voilà. à la Juste suite. juste pour Ouais. terminer, elle revient, elle redonne tous les mutants reviennent grâce à elle et tout ça. On a le fameux passage aussi avec dans Icon X-Men et Axis où on va découvrir qu'au final, elle n'est pas la fille de Magneto et Bah tout, non. hein, que c'est plus un mutant parce que ça arrange pas les affaires de Disney et de Marvel à ce moment-là pour l'adaptation cinématographique. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on en est au point où en fait ils ont un peu mis de côté bah oui la période mutante, C'est donc une on a développé inhumaine. c'est une inhumaine. Voilà, ça c'était le grand moment ça. Et on développe l'aspect sorcière du personnage et c'est à ce moment-là qu'on l'a beaucoup rapproché de Strange dans les comic books et un peu aussi pour faire en parallèle avec la série télévisée et le Marvel Cinematic Universe. Bref, Oui, d'ailleurs. pour terminer, c'est la grosse merde depuis en gros la fin de son traitement avec Engelhardt. Et Burns, Ouais. c'est bien. Non, Burns, c'est bien. Ouais, Faut non, pas Burn, c'était cool. Bah, Burn, il a un peu, il a un Il peu y a à flingué, fond, quoi, quand même. Hein. il a un peu flingué le perso, mais il n'est pas resté jusqu'au bout pour qu'on voit ce qu'il avait Ouais, vraiment en les tête. idées qu'il Donc, avait. Ouais, enfin, reste qu'après, avec, il y a toujours moyen de rattraper ce qu'il a fait. C'était pas des. oui, non, c'était pas. D'ailleurs, tu sentais que c'était plus temporaire qu'autre chose. Hein, Ben oui. Après, il y que... avait toute une reconstruction à faire pour elle comme pour Vision, qui était aussi. Ouais, voilà, et qu'ils n'ont jamais voulu faire parce qu'ils n'avaient plus l'idée. Mm. Ouais, est-ce que moi je serais pour, parce on a déjà bien parlé, est-ce que juste en deux, trois mots, est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre avis sur WandaVision et sur la preview là, de Doctor Strange 2? Bien, pas bien, vous vous en foutez? Moi, j'ai rien à dire. Donc, Ouais, WandaVision, il fallait quand même se farcir les épisodes qui étaient entièrement des parodies, on va dire, ou des hommages aux séries classiques de la télévision américaine, comme I Love Lucy ou Ma sorcière bien-aimée. Voilà, ça c'était l'originalité du truc. Bon, après ça part finalement dans une saga assez classique de trucs de super-héros. C'est pas la pire des séries Disney qu'ils aient sorties. Maintenant, la bande-annonce que j'ai vue du Doctor Strange, bah, c'est Sam Raimi qui est aux commandes, oui, donc on va lui faire confiance quand même. Ouais. J'ai pas été convaincu trop par la bande-annonce, mais voilà, on va dire qu'on fait confiance. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Visiblement, il y a peut-être des 4 fantastiques de prévu dans l'histoire, donc si ça se trouve, Wanda, elle sera là juste pour faire un petit peu tapisserie et puis relancer une autre mini-série sur Disney, je ne sais pas. Voilà, moi de toute façon je juge sur pièce sur Marvel, j'ai trop souvent été déçu. Donc, voilà. J'ai du mal à Moi, encenser les trucs Disney Plus quand même. moi, la bande-annonce, ça m'a un peu. Ça m'en a touché une sans me faire bouger l'autre, j'avoue. Vraiment, c'est. Bon, à voir. Hein. WandaVision, bah toi, contrairement à toi, en fait, j'ai plus aimé les premiers épisodes dans leur aspect parodie parce que c'est vraiment ça allait à fond et puis j'aimais bien cette idée de la série qui essaie de couvrir un peu toutes les différents styles de sitcom familiales où on part sur I Love Lucy, on va voir Ma sorcière bien aimée, les sitcoms des années 70 qui sont peu connus en France, donc ça c'était chouette, voire même jusqu'à aller jusqu'à du Malcolm et trucs et j'aime bien parce que visuellement, ils ont vraiment trouvé tous les codes visuels, toute la manière de l'invention des génériques et tout ça, je trouvais fort. Ouais, j'ai bien aimé la série dans son ensemble, j'ai bien aimé la fin, les dernières batailles de fin, je trouvais vraiment ça assez cool. Faire venir justement la vision on va dire la vision de Bird, quoi, la vision blanche et tout ça. J'ai bien aimé la manière dont ils ont introduit ce personnage-là. Bon, j'ai bien aimé l'idée du deuil qui est dans toute la série là-dessus. Et puis, ouais, ouais, c'est clairement pas c'est pas la plus mauvaise des séries Disney+. C'est pas la meilleure non plus. C'est vrai que sur la fin, ça déconne. Ça déconne quand même enfin, en tout cas la finalité du parcours. C'est heureusement porté, je trouve que quand même ça
ça offre un champ à Elizabeth Olsen et du coup c'est vrai que là tu vois que l'actrice est quand même super bien et je trouve que vraiment Ouais. elle donne vraiment quelque chose. Tu sens la Wanda telle qu'on peut l'aimer justement sur ce personnage qui est d'une puissance fabuleuse mais qui en fait a juste envie d'un foyer. Et là tu retrouves ce qu'on voyait dans les Avengers, dans cet épisode de Stern, quoi, tu vois, c'est quelque chose d'une femme à une puissance incroyable, mais qui a juste envie de quelque chose de tout simple et tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement touchant. Je trouve qu'ils ont bien cerné dans la série télé. Et au-delà de ça, j'avoue que je suis toujours assez friand d'une série où des centaines de gens se sont pignolés pour l'apparition du personnage de Vif Argent, nous inventant 50 000 théories à la con ça y est, les X-Men sont introduits, des trucs comme ça, pour au final dire non, 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 arrêtez de déconner. Et ça, j'aime Ah bah bien. oui, C'était 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 terrible à ce sympathique. Ouais, niveau-là. Et j'aime beaucoup un peu ouais, j'ai bien aimé ce aussi. renvoi, ce Ouais, renvoi dans les cordes de tout ça là, pour dire non, ouais. mais en fait, c'était juste un truc pour ça, quoi. Oui, oui, bah C'était oui, voilà. oui, oui. Oui, bah oui, on va pas chercher l'acteur des X-Men voilà, Pour ça, pour faire un doigt d'honneur à ceux qui ont bien aimé les films des X-Men. Ouais. Voilà, je ne non, dirai non, rien de plus sur cette série. J'ai détesté absolument le dernier épisode. Je crois que j'ai rarement autant détesté une fin de série. Je me suis rappelé pourquoi j'aimais pas les séries, en fait, donc ça a été utile. Et puis, le Doctor Strange 2, c'est quand même Sam Raimi. Mais Sam Raimi, quand il a été chez Disney, il a fait Le Magicien d'Oz, là. ouais, c'est ça me fait peur. Donc, je Il faut voilà. juger sur pièce. Voilà, ouais, je pense qu'il faudra juger sur pièce, mais sur pièce, c'est quand même 13 balles, 13 € la place. Donc juger sur Faut pièce, un d'accord. tarif Mais réduit. alors, plus sympathique, on va parler de Tomb of Dracula. Donc, juste deux trois mots en fait sur Tomb of Dracula pour expliquer un peu pourquoi on a ce Dracula dans Avengers. C'est que Tomb of Dracula, donc c'était une série qui a duré de 72 à 79, écrite au départ par Jerry Conway et dessinée par Gene Colan, mais Jerry Conway part très vite. Il y a deux autres scénaristes qui reprennent, c'est Archie Goodwin et Gardner Fox sur quelques épisodes. Et puis, à partir du numéro 7, Marv Wolfman s'installe sur la série et ne la quitte plus jusque 79. Et il va faire ce qui est avec New Teen Titans son grand œuvre, c'est-à-dire sa meilleure série en termes d'écriture. C'est une série qui est intéressante parce que Marv Wolfman aimait pas le personnage de Dracula, enfin, s'en foutait, aimait pas les séries d'horreur, et donc il s'est dit, tiens, je vais faire une série d'horreur, mais sur des personnages. Lui, ce qui l'intéressait, en fait, c'est toujours de creuser des personnages un peu comme New Teen Titans. Pour la petite anecdote, notamment quand il y a eu la sortie de L'Exorciste, Marv Wolfman raconte que les auteurs Marvel ont fait une réu, en fait, après avoir vu le film, pour essayer de comprendre pourquoi le film fonctionnait, en fait. Qu'est-ce qui faisait peur, et je trouve que dans la série Tomb of Dracula, il y a ce côté où on mélange la vie quotidienne et l'incursion du fantastique via Dracula, parce que c'est une série que je trouve assez phénoménale, assez forte. Il y a forcément le dessin de Gene Colan qui est ancré par Tom Palmer sur quasiment toute la série, qui est magnifique. En fait, il y a des ambiances. Bon, les ambiances gothiques, ça, il maîtrise. Les ambiances nocturnes, ça, on le sait. Mais il y a aussi quelque chose sur les personnages. Il y a quelque chose de charnel, en fait, dans la façon dont il dessine les personnages. Quelque chose de séduisant chez Dracula, chez les personnages féminins. Enfin, c'est vraiment de toute beauté, comme on dit. Si vous avez l'occasion de pouvoir les acheter en essential noir et blanc, allez-y, parce qu'en noir et blanc, Tomb of Dracula de Colan, c'est vraiment super beau. Et Il faut les trouver, parce que ça douille maintenant, je crois. ouais, Les malheureusement, ouais, anciens, là. ouais, ouais. Il y a un Mais omnibus qui est sorti chez Panini, sinon. ouais, mais qui est en couleur refaite, qui bouffe un peu le dessin. Ouais. Et voilà. Après, ça reste une très bonne série. C'est surtout une série qui est sur les personnages. Notamment, il avait créé donc tous ces personnages de chasseurs de vampires, dont Blade, dont on va parler. Et tout ça pour dire que l'épisode dont on parlait là, c'est un peu un épisode qui sert à balayer en fait un peu tous ces personnages, étant donné que Marv Wolfman et Jim Shooter
ne s'entendaient pas, que Marv Wolfman est parti chez DC pour créer les New Titans parce qu'il ne pouvait plus rester chez Marvel sous le régime Jim Shooter. Donc Jim Shooter a, dans les premières années de son régime, un peu viré tous les personnages que ses ennemis, entre guillemets, avaient créés. Donc Nova, il est mis au placard. Euh, euh, Howard the Duck, on ne le voit plus. Mm. Master of Kung Fu, il va tellement ennuyer Doug Munch sur la série que Doug Munch va plaquer la série, puis ils vont finir par clôturer avec Shang-Chi qui part dans le soleil couchant et on ne le verra plus apparaître dans les séries Marvel pendant un bon moment. Et Dracula, c'est pareil. Dracula, ils avaient en fait, quand Shooter est arrivé, il a tellement mis la pression sur Gene Colan que Gene Colan a quitté la série Tomb of Dracula. Et Marv Wolfman a décidé de terminer la série parce qu'il ne voulait pas la faire sans Gene Colan. Donc du coup, ils ont décidé que le dernier épisode de Gene Colan, ça serait le dernier épisode de la série, qui se finit notamment par la mort de Dracula. Moi, je vous conseille toute la série, parce que c'est vraiment excellent. Et de cette série est sorti un personnage qui est dans, je crois, le 9e épisode, qui est Blade, le chasseur de vampires, le Durnambule, comme, Le Durnambule. comme ils le disent dans la VF. Le Durnambule. Le Durnambule. Donc Blade, tout le monde a vu le film, ou en tout cas sait que c'est la mère de Blade a été mordue alors qu'elle était enceinte du petit Blade, qui s'appelle Eric. Donc il y a des pouvoirs, qui a le meilleur des deux mondes en fait, parce qu'il est résistant, rapide, fort, endurant, il a des crocs comme les vampires, mais il peut se balader de jour, d'où le surnom de Durnambule. Et il fait du kung-fu, il a un sabre. des poignards en bois, il a un sabre. Et donc il a été la vedette de 3 films interprétés par Wesley Snipes. Voilà, c'est tout. Alors, je suis passé assez vite sur Tomb of Dracula parce qu'on a déjà pas mal parlé, mais je vous conseille vraiment la série. Et est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table sur les films Blade? Parce que moi, je suis un fan absolu du premier de Stephen Norrington. Je trouve que c'est un des meilleures adaptations Marvel, tout régime confondu. Il y a vraiment une ambiance qu'on retrouve que dans les comics, qu'on retrouve dans ce film-là, c'est-à-dire le héros hors la loi. Il y a cette super séquence là où il balance la doctoresse là, qui va accompagner pendant tout le film, où il la balance du toit et puis il la rattrape. C'est assez super. La mise en scène avec la photo, on dirait vraiment du Gene Colan. Il y a vraiment des effets qui sont hyper réussis. Il y a l'ouverture. Ouais, l'ouverture. Alors, il te cale l'ouverture du l'origine film. en 2 minutes. 2 minutes montre en main. Blade, c'est déjà Blade quand il commence. Il a déjà une réputation, donc tu ne tapes pas toute l'origine sur tout le film. Ouais. Et puis, et puis ils se sont vraiment fait plaisir dans les scènes d'action qui sont assez méchantes quand même, assez agressives. Elles sont super incroyables, elles passent super bien. Même l'emploi du digital qui commençait un peu, ça passe encore super crème aujourd'hui parce qu'il y avait vraiment une ambiance. Et t'as ce côté aussi combat secret. Qui est superbe, tu sais, ce moment où t'as la nana qui l'empêche de tirer sur un vampire ou un mec et puis qui lui dit va falloir peut-être se réveiller parce que vous savez pas ce qui se passe derrière, quoi. Il y a tout ce côté combat secret que je trouve assez incroyable aussi. Et Snipe, il est vraiment dans le rôle. Et puis il faut se rappeler, à l'époque, tu sais, on sort le dernier film super-héros juste avant, quoi, c'est Batman et Robin, quoi. Et donc c'est vrai que parce que ça date d'avant les X-Men, on est d'accord. C'est ça, c'est ce qu'il y a. Je sais plus si Spawn le film était sorti, mais c'est exactement à mon avis, ce que McFarlane aurait voulu que Spawn soit. Ouais, clairement. Et voilà comment ils arrivent vraiment à le faire. Je l'ai vu en salle le jour de sa sortie, le premier Blade. Moi et aussi. moi, dès le premier quart d'heure, là, tout le passage où il va dans les souterrains là, de la boîte de nuit avec la douche de sang, le passage à l'hôpital et tout, ça va hyper vite, ça n'en finit pas. C'est une série B
hyper méchante. Il y a le combat là dans le hall de l'immeuble là où Mm. il fracasse Mm. les gardes qui ont des casques et tout. Enfin, il y a un look dans la direction artistique Mm. qui est vraiment super fort. C'est le meilleur travail, je pense, qu'ait jamais fait David Goyer sur le Mm. scénario de Blade. Parce que les dialogues sont cool, ça va droit au but, il n'y a pas de fioritures. Ouais, Ringside, t'en penses quoi, toi, du premier? Oui, non, moi je vous rejoins, hein, c'était une réussite, c'est le premier film qui captait vraiment l'esprit Marvel, quelque part, dans qu'il avait de plus efficace, de plus brut comme ça, de plus nerveux, de plus et puis esthétique aussi, avec comme tu disais, les bains de sang, les combats chorégraphiés. Il y avait aussi, voilà, on était un petit peu aussi, on sortait un petit peu de la mouvance des films de Hong Kong et l'intégration des combats chorégraphiés comme ça dans les scènes d'action. C'est un des premiers films aussi qui a utilisé ça, parce que c'est aussi avant Matrix, non? Si je dis pas de Oui, conneries. Mais Ouais, ouais. ouais, 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 tout à non, il est fait. vraiment, il est un peu oublié de nos jours, ce film-là, mais même si je pense que tout le monde l'a vu, mais il a amené beaucoup de choses qui ont été pas mal réutilisées par la suite, hein. Le look tout cuir des personnages. Mais bon, là, pour le coup, ça colle bien à l'univers des vampires. Ouais, ouais, non, c'était la déconvenue a été plus forte par la suite, hein, Ouais, d'ailleurs, les suites, ouais. Moi, les suites, alors j'aime bien les deux, on va dire, je les mets au même niveau, hein. Je sais qu'il y a tous les fans de Del Toro qui vont oui. pleurer des Alors, larmes je de ne sais pas sang. si Lui, Jérôme mais, était un aficionados de Blade 2, parce qu'il a quand même une sacrée bonne réputation, celui-là. Ah, ouais, et ouais, ouais, ouais. Il a J'ai énormément. moi, jamais compris pourquoi, mais pour moi, le Blade 2, c'est vraiment, on dirait du Image Comics. C'est-à-dire, autant il y avait ouais, l'esprit voilà, Marvel c'est Mm. ça. Ouais, ouais. mais c'est que des mecs qui roulent des mécaniques, qui prennent la Mm, pause, mais mm, t'as pas de mm. narration, Avec une t'as pas de musique horrible là, méchanceté. entre le hard rock et le rap, Ah, de fusion nullissime là. ouais, Mm. ouais, ouais. Je trouve en fait qu'il commet la même erreur qu'un paquet de comics de super-héros encore aujourd'hui, c'est que d'avoir oublié que les héros évoluent dans un monde humain. Mm. Et du coup, le Blade 2, tout autant sympa qu'il peut être, ou avec cette histoire de vampire qui tue d'autres vampires, ou l'espèce de squad avec Ron Perlman et tout, bon, il y a du cool, c'est le truc chez Del Toro, c'est que en fait, et c'est mon problème avec Del Toro, c'est-à-dire que il va inventer des trucs super cool qui, sur une image, sont classe, qui peuvent tenir d'une scène, mais que fondamentalement, sur tout un film, je vais me faire chier, Mm. euh, ou je vais trouver ça de plus en plus bateau et un truc comme Pacific Rim que je pourrais trouver sur l'idée, mais complètement à me faire hurler de joie et que je me suis dit putain ça va être mortel sur le grand écran et que je me suis fait chier pendant 2 heures entre deux scènes d'action assez mortelles, mais Mm. c'est ça, c'est mon problème avec Del Toro. Et du coup ouais, Blade 2 c'est vraiment ce problème là d'avoir oublié de mettre de côté tout l'aspect de l'humain qui est là, enfin de ce combat justement secret, mais qu'on est toujours dans le New York qu'on connaît et tout ça. On te fait un film où tout se passe je sais pas, dans un pays du pays de l'Est, Mm. dans les égouts, et puis tu te dis, ils réussissent ou réussissent pas, de toute façon, ce sera pareil, le monde il continuera de tourner. Et Ouais. voilà, Mm. donc bon, moi C'est je sais que j'avais. Rococo. C'est ça. Ouais. Et puis Bah, ils ont j'enchaîne tout de tourné suite sur le. là où le fisc pouvait pas Ouais, voilà. retrouver Wesley Snipes. C'est ça, Mm. c'est un peu ça, complètement ça. Juste pour dire, le 3 je vais rien en dire parce que je l'ai pas vu. Et que Ok. je Ouais, le ne- 3, on est à la limite de la série Z quand même. Ouais, mais je déteste pas non plus. Bah, j'ai C'est comme tendance le presque à 2. le préférer au 2, mais Ben, je trouve en termes de scénar, c'est un peu plus intéressant. Parce qu'en plus, ouais. Ouais, mais la réalisation, il me semble, alors, de mon mais souvenir, elle est par quand même contre, assez ouais, par catastrophique, hein. contre, ouais, la réal, par Ça contre, ressemble à ce qu'on se trouve sur Netflix maintenant, je dirais. c'est pas faux, ouais. Ouais, On a ouais. fait une Avec des avant-dernière. éclairages moches comme ça, Mm. des Ouais. fondus enchaînés, on met de la musique. Et alors, C'est c'est le seul Goyer, hein? film où ouais, c'est Ouais, Goyer, c'est Goyer. Ouais, ouais, bah, tu sens que c'est pas un réel, quoi. réalisation et scénario. C'est quand même le seul film où je trouve Ryan Reynolds tolérable, Mm. Et il y a ce qui aussi veut rien Triple dire, H hein. dedans. Mm. Mais c'est vrai, oui, oui, oui. Mhm. Il y a Parker Posey aussi, Mm. qui ressemble à Daffy Duck. Tu sais, le premier Daffy Duck, quand il était tout fou.
a une espèce de crête, Ouais, ouais, ouais. elle a une bouche de canard, Mm, mais j'aime bien Parker posé en méchante, mm. je trouve que c'est pas mal. Et il y a un Et alors, Dracula qui est tout pourri, qui devait être Ouais. aussi, un copain de catch de David Goyer, Mais c'est qu'il a ouais, rencontré à la muscu. Il y a beaucoup c'est pas s- d'acteurs, de qui traînent dans les productions de David Goyer, qui font beaucoup de muscu. Il a l'air de bien aimer, passer du temps. c'est pas le c'est pas ouais, c'est pas le gars de Prison Break qui joue dedans, C'est qui fait le Dracula? c'est Ou je dis peut-être oui. une connerie. Non, tu as raison, mais je sais vu que j'ai pas regardé un seul épisode de Prison Break, donc je Bah, moi non, enfin si, j'ai dû voir le premier. mais Et oui, vous je crois avez que vu c'est la lui, série qui fait télé? Dracula, qui s'appelle Drake. ouais, il a pas du tout, il a une tête de mécano, hein, Oui, oui, il a mécanicien pas en du tout la automobile, hein, classe. pas du tout une tête de Dracula. Alors Mais pour la bon. petite histoire, dans Tomb of Dracula, c'était, Jack Palance, le modèle pour, Gene Colan pour, dessiner, Mmh. Dracula. Ah, pas Il mal a alors. interprété d'ailleurs Dracula, plus tard au Mmh. cinéma, mais qui ne l'avait pas interprété, quand, il l'a conçu. Et puis autre, anecdote que j'avais oublié de placer, donc je la dis là, c'est que c'était Bill Everett qui aurait dû dessiner au départ, Tomb of Dracula. Stan Lee avait, promis, la série à Bill Everett, avant de se rappeler qu'il l'avait aussi promise à Gene Colan. Donc Il a dû faire pile ou face. voilà. Et Jamais de chance, Bill Everett, hein. Pas possible ça. ça, Bill Everett, il a pas une vie, Une vie pas une facile, non. vie simple. Ouais. Vous savez que Ouais, Blade il réapparaît après, donc il y a une série télé Ah oui, que il y a une j'ai oui, série télé. Ouais. ouais. et que Blade il réapparaît aussi il y a pas longtemps dans une série télé, qui est la série télé, What We Do in the Shadow. Donc la Ah série bon? télé, alors oui, Ah, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, c'est très drôle. C'est une série donc c'est la série télé, dérivée du film donc de Ouais. Waititi, qui est produit par, Germaine, Clément et à la f donc où c'est le même concept, donc on suit une colloque de vampires, alors là, ils sont situés à Staten Island, donc on suit, 3 vampires, Nandor, Laszlo, le couple Laszlo et Nadja et Colin Robinson, le vampire psychique, le meilleur personnage de la série. Et en fait, à la fin de la première saison, ils sont convoqués au conseil vampirique pour être jugés. Et en fait, le conseil vampirique, c'est que des acteurs et actrices qui ont interprété des vampires dans d'autres films ou séries. Donc on a les acteurs du film What We Do in the Shadow, on a Pee Wee Herman pour son rôle dans Buffy, on nous apprend que Tom et Brad sont excusés parce qu'ils peuvent pas venir, et on a Wesley Snipes qui vient, et en fait ils expliquent que c'est comme ça qu'ils peuvent passer pour des vampires, parce qu'en fait ils jouent des vampires dans d'autres films, quoi. Et donc Wesley Snipes réapparaît, on a Danny Trejo aussi à ce moment-là, on a Tindy Swilton. Enfin voilà, et donc Wesley Snipes apparaît à ce moment vraiment dans une Vicio qui déconne un peu, et voilà, tu vois, Blade Il y a pas apparaît Ro vraiment. y a pas Robert Pattinson? Bah non, Robert Pattinson aussi, il est excusé, je crois, et d'ailleurs il se fait traiter de con aussi. Et dans la troisième saison, il y a même l'acteur qui est dans Blade, là, celui qui joue enfin le lead de Stephen Dorff, là, je sais plus comment il s'appelle Ah cet oui, acteur qui joue, d'accord, ouais, ouais, ouais. tu vois, qui Ouais, ouais. joue dans une sitcom Celui qui fait après, Logan, hein? voilà, et Ouais. qui joue dans une sitcom familiale après pendant plusieurs années. Et en fait, dans la troisième saison de What We Do in the Shadow, tu apprends qu'il est devenu vampire parce qu'il a trouvé ça tellement cool quand il a tourné avec Stephen Dorff, qui est un vrai vampire en fait dans cette série. Il a dit, il m'a vampirisé, et depuis je trouve ça trop cool, quoi. Voilà, c'était C'est pour l'anecdote, et c'est pour vous dire Donald aussi. Logue, Et ça? ouais, voilà, Donald Logue, c'est ça. Voilà. Et très très bon. Et vraiment, pour finir, c'est une série qui est vraiment super. Il faut pas hésiter. Je dévie un peu, mais c'est vraiment une excellente série, What We Do in the Shadow. Bon, on va Voilà, finir voilà. là-dessus. Voilà. Bien expliqué quand même un peu, Ah bah oui. Tomb of Dracula et Blade. Dans le prochain épisode, on va complètement changer de guest star. Plus de vampires, plus de sorciers, plus de magiciens. On va retrouver, le plancher des vaches et notre amical voisin du Queens, Spider-Man, Mmh. dans Avengers 235 à 238 pour donc le 6e épisode de Rassemblement, le podcast sur les Avengers de Roger Stern. On espère que cet épisode, que nous venons d'enregistrer vous a autant plu que nous à l'enregistrer, et on vous dit, ben, à la prochaine. Puis n'oubliez pas nos autres, émissions qui sont Burn Baby Burn, qui sont le plein de super, et puis, le toute dernière, Nobody's Favorite, à propos du Spider-Man, No Way Home qui vient de sortir.
Voilà, on vous fait des cascades de bisous et puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour Avengers 235 à 238. Ciao, À ciao. plus. Ciao, bye bye.